développement incroyable, une nation émergente dans le domaine du cinéma. Petite, hein, pour ceux qui ne savent pas, Israël c'est un tout petit pays, c'est grand comme la Bretagne à peu près. Et pourtant, dans le domaine des arts en général et du cinéma en particulier, c'est un pays passionnant, complexe, qui amène de la réflexion sur ce pays au-delà de ce qu'on peut imaginer dans les informations de 20 heures. Mais bon, c'est à notre parrain de répondre à vos questions. Oh. Et qui se lance. Bon, ben alors merci d'être là. Qu'est-ce qui m'a poussé à... Parce que j'aime le cinéma israélien, que j'avais fait, j'ai déjà été parrain pour le festival du cinéma israélien à Paris. Parce que d'abord pour moi c'est l'occasion de voir quelques films que je n'ai pas découvert là-bas. Et puis parce que c'est un cinéma que j'aime, que je porte, c'est-à-dire c'est un cinéma qui a su évoluer qui a évolué vite. Et c'est vrai que c'est la constance du cinéma israélien. Et ça me rappelle un peu la Movida espagnole, où comme ça, pendant 5 ou 10 ans, ils ont fait des films qui ont été constamment sélectionnés et primés. Et le cinéma israélien, encore cette année, se porte bien, parce qu'il y a eu 3-4 films qui étaient en sélection, hors sélection à Cannes. Ça veut dire que c'est un cinéma qui, maintenant, depuis presque une dizaine d'années, offre une qualité et existe sur la scène, sur le marché international. C'est donc un cinéma qui compte, comme à l'époque évidemment de la Movida ou du renouveau du cinéma mexicain, avec Inarritu et les autres. Donc c'est un cinéma que je trouve très agréable à accompagner. Est-ce que vous pensez que ce cinéma, justement, il pose des bonnes questions, des problèmes que peut rencontrer la société israélienne, comme notre société d'ailleurs? Est-ce que c'est un bon miroir, ce miroir déformant ou déformé? Non, juste parfois, c'est un cinéma israélien. Un jeune cinéma un peu de propagande, comme tous ces pays émergents. Et puis tout doucement, il a su s'affirmer. Il y a encore une quinzaine d'années, c'est un cinéma qui parlait beaucoup de guerre, de conflit. Et aujourd'hui, c'est un cinéma qui s'est complètement émancipé, puisque bien sûr, c'est un reflet c'est un très bon miroir de la société israélienne. Maintenant, c'est un cinéma qui parle de relations sentimentales, de relations au sein de la famille. On est loin du conflit, on est arrivé, j'allais dire, presque à maturité pour parler des problèmes, j'allais dire, de société, de la cité, pas nécessairement à travers le prisme du conflit au Moyen-Orient, et tant mieux. Maintenant, pour les gens qui attendent du cinéma israélien plus que ça, je leur dirais d'aller voir des documentaires, parce que le cinéma a sa vocation romanesque, j'allais dire, et poétique, qui ne doit pas nécessairement refléter l'extrême réalité, mais une certaine réalité, qui est le point de vue du cinéma. Mais c'est vrai que j'aime bien aujourd'hui, parce que c'est un cinéma qui parfois s'est dépolitisé, et c'est pas plus mal. Et d'ailleurs, les gens qui veulent souvent critiquer et qui ont voulu parfois boycotter le cinéma israélien à l'époque, en se servant de la politique, je les incite à regarder le cinéma israélien, parce que s'il y a un cinéma qui est peut-être même pour moi trop autocritique, c'est bien le cinéma israélien. Pour connaître quelques réalisateurs israéliens, c'est souvent un cinéma qui aussi, pour traverser les frontières et faire le tour du monde, procède très vite à l'autocritique, parfois même au détriment d'une certaine sincérité. Voilà. Ma réponse est claire? Très bien. Maintenant, dans des films, dans la programmation, pour revenir sur la question des questions de société, on passe un film magnifique qui s'appelle Épilogue, par exemple, que vous allez découvrir à partir de demain. Un film qui raconte l'histoire de 2 personnes âgées, et au début, dans les premières minutes, on pense que c'est un film sur la vieillesse. Et puis très rapidement, on comprend que le film est sur un tout autre propos, et qu'en fait, ces 2 personnes âgées qui étaient des pionniers de la création de l'État d'Israël, avec des idéaux, les idéaux qui ont conduit à la création de cet État, des idéaux socialistes, de générosité, d'entraide, aujourd'hui arrivés à un âge très avancé, ne se reconnaissent plus obligatoirement dans une société capitaliste, une société où l'argent est roi. Et le film tourne sur cette tension-là. Quelle place ils ont encore? Quelle place il y a encore
sur la générosité, etc. Et donc il y a des vraies questions de société qui se posent à travers le cinéma israélien. Cet exemple en est un. De façon encore plus métaphorique, ce film que vous avez peut-être vu à Cannes et qui s'appelle L'Institutrice, le nouveau film de Nadav Lapid que nous présentons samedi soir, est aussi un film sur une institutrice qui découvre de la poésie naturelle chez un jeune enfant. Mais évidemment, au-delà de cette histoire-là, on parle d'une vraie métaphore sur la question de la vulgarité ou au contraire de la poésie, de la place du rêve par rapport à des choses très matérialistes. Donc il y a des vraies questions de société, mais au-delà des questions du conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien. Mais même justement pour revenir au conflit, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de films que vous avez montrés depuis 15 ans, puisqu'on vous suit depuis 15 ans pour les plus vieux, pardon. Donc c'est vrai qu'il y a toujours eu une ouverture dans le cinéma israélien et ces films-là, vous nous les avez montrés. Comme un festival aussi qui est à Montpellier, qui s'appelle le Festival Méditerranéen, où on a pu découvrir ce genre de film qui justement n'est pas manichéen. Et donc ça, je trouve que c'est quelque chose de vraiment important. C'est comme ça que j'ai découvert le cinéma israélien. La ligne éditoriale du festival est très claire. On montre, on a la prétention en tout cas d'essayer de montrer quel est le meilleur du cinéma israélien, d'un point de vue de la question du cinéma, du point de vue de la question du traitement justement des grandes questions du cinéma. On n'est pas là pour dans l'objet d'une ligne politique particulière ou à défendre telle ou telle partie. Vous savez, le cinéma israélien le cœur du cinéma israélien, c'est sur Tel Aviv, qui est une ville très à gauche. C'est un cinéma très à gauche. De toute façon, un cinéma très ouvert. Moi, quand j'ai travaillé là-bas, c'est des équipes mélangées. Très souvent, c'est des Israéliens qui travaillent avec des Arabes israéliens. C'est-à-dire, pour eux, il y a cette ouverture qui est même intrinsèque à la création du cinéma israélien. Ils ont toujours travaillé ensemble. Et c'est vrai que très souvent, pour connaître un peu le pouls de la société israélienne, il suffit de regarder les derniers films et ils se servent exactement, mais même on peut s'appuyer sur la littérature, la nouvelle littérature israélienne. Même Edgar Keret qui a sorti un bouquin, c'est une chronique. Ils se sont complètement affranchis de ce qui les entourait. Ils ne s'excusent plus de décrire sur leur société en disant les Israéliens, il faut qu'on parle de nos voisins. Non, à un moment donné, il faut parler. C'est comme, vous savez, le cinéma italien d'après-guerre, qui était un cinéma qui empruntait beaucoup à ce qu'il vivait, un cinéma social, qui était à la fois triste, tragique et en même temps et jovial. Et c'est vrai que c'était un cinéma ancré dans la réalité. Le néoréalisme, de la même façon, le cinéma israélien s'est servi un peu de cette difficulté aujourd'hui pour créer, pour composer. Mais il y a un renouveau, j'allais dire, culturel en Israël, que ce soit dans l'architecture, que ce soit dans la littérature. C'est un pays qui est en train d'exploser. Donc il fallait prendre le temps, après toutes ces années de guerre, pour s'émanciper et oser penser par soi-même. Ça y est, là, depuis quelques années, nous y sommes. Et en général, oui, c'est un portrait assez corrosif de la propre... C'est un pays, c'est sans doute le seul pays de cette région-là, du globe, qui se permet autant d'autocritique. Donc une fois de plus, je pense à des gens comme, il y a 3 ans, comme Ken Loach, que je cite souvent, qui avait appelé au boycott du cinéma israélien, avec la société de distribution Utopia qui avait appelé à boycotter un film israélien qui avait été en plus financé par un parti ultra-gauche et qui était un film qui était supra-guimauve. À 5 heures de Paris. C'était le dernier film à boycotter, ce qui racontait tellement pas grand-chose hormis la guimauve. On se dit, ils sont devenus fous de boycotter ça. Ces gens-là sont des gens qui ne connaissent absolument ni le pays, ni la société israélienne, et encore moins le cinéma israélien. Parce que si on connaissait le cinéma israélien pour critiquer Israël, c'est le meilleur ticket. Et ces gens-là payent au boycott du milieu universitaire, ce qui est une hérésie. Parce que s'il y a bien une passerelle qui s'organise là-bas, c'est bien dans le milieu universitaire, pour le connaître un peu, et aussi le cinéma. Donc ces gens-là qui appellent au boycott, pour renvoyer une fois de plus une image guerrière et caricaturale et qui enferme Israël, ce sont des gens qui ne connaissent pas, et je me pose même la question quand ils parlent de leur propre société, s'ils la connaissent. Je pense à Ken Loach, finalement, c'est des gens qui se servent pour exister, mais ils ne sont pas au service. Ne me parlez plus de Ken Loach. Il m'emmerde. Et justement, est-ce qu'on peut considérer que c'est cet esprit critique de la vie de la société israélienne qui est à la source de son développement, de son déploiement actuellement?
Moi, je dirais qu'il n'est pas seulement critique. Enfin, il est critique au sens d'abord au bon sens du terme, et puis au sens des questions qu'on se pose sur la vie. Finalement, pour résumer ce que vient de dire Pascal, d'une certaine manière, je crois qu'après une première décennie de la création de l'État d'Israël, qui, je rappelle, a à peine dans les 70 ans, donc c'est vraiment un jeune pays, là, ces dernières années, le cinéma israélien est passé du nous collectif au jeu. C'est-à-dire qu'en fait, les auteurs ont décidé d'arrêter de penser en tant que société avec les grands idéaux qui ont construit ce pays pour tout simplement faire leur travail d'artiste, s'interroger sur les relations humaines, les relations familiales, les couples, la vie, la mort, enfin les grandes questions. Et c'est en ça d'ailleurs qu'il est devenu universel et que c'est en ça qu'il touche dans le monde entier. Parce que pour le coup, même si, pour prendre le cas de Ronit et Shlomi El-Kabetz, Prendre femme, ça se passe en 1974 dans un petit quartier Tel Aviv, sur une famille d'origine marocaine, etc. Donc quelque chose de très 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 précis et tout petit. En réalité, ce dont il est question, c'est des choses entre les relations entre hommes et femmes, dans la famille, les questions de pouvoir, les questions de nourriture, les questions de ce qu'on veut. Donc évidemment que pour le coup, ça parle à tout le monde. Une question sur le reportage pour Direct Tweet que vous avez réalisé, qui vous permettait justement de montrer Israël tel que vous le connaissez, tel que vous souhaitez le faire découvrir. Deux questions dessus. D'abord, comment s'est passé ce tournage? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer? Et quel accueil vous sentez avoir reçu? Est-ce que vous pensez avoir fait évoluer l'image un peu qu'on peut avoir d'Israël? Alors, comment le tournage s'est passé Comment avez-vous choisi les lieux? Vous savez, voilà, le but du jeu, il était simple. C'était de montrer Israël, pays en guerre. Et évidemment qu'on a toujours une espèce d'inquiétude, y compris même parfois dans ma famille lointaine, où on me dit tu es en Israël. Donc il fallait en finir avec ça. L'ambassade, le ministre du tourisme israélien nous a contactés avec Universal pour faire une émission produite par Canal, D8. Et on s'est dit, voilà là l'occasion, avec ce qui se passe en ce moment, de renvoyer, de vulgariser un peu, j'allais dire, l'image d'Israël. C'est pour ça qu'on a, moi le but du jeu, c'est de faire partager un peu l'Israël que je connaissais. Ça veut dire aussi bien aller, j'allais dire, faire un tour du côté de la gastronomie, qui est une nouvelle gastronomie qui est remarquable en Israël, mais aussi aller visiter un village druze, dormir avec des bédouins, aller discuter avec des gens qui organisent, je connais là-bas un camarade qui surfe et qui a envoyé 40 planches à voile à Gaza pour que les petits Gazaouis de plus aussi profiter des vagues. C'est de montrer ce mélange-là, de visiter aussi évidemment pour les gens qui veulent découvrir la Terre Sainte, de visiter Césarée, Nazareth, pour montrer qu'Israël finalement c'est... J'allais dire, c'est une annexe en termes de sites archéologiques, historiques, de la Grèce. On peut y aller, c'est ultra bien organisé, c'est devenu un pays ultra démocratique, un peu à l'américaine, dans les bons et les mauvais côtés. Donc c'était de faire un espèce de survol léger, en allant visiter dans le nord, on a visité la famille Tishbi qui produit du très très bon vin depuis 200 ans. Puisqu'en Israël, comme le climat est j'allais dire, très, très régulier, il n'y a pas de mauvais millésime, de mauvaises années. Quoi qu'il arrive, bah oui, ils peuvent. Et ils produisent un très bon vin. Donc c'était de montrer un peu tout ça, d'ouvrir, de faire en sorte que ce que je connaissais moi, le partager, parce que très souvent, quand je parle d'Israël, je dois toujours montrer patte blanche. Et si vous voulez, c'était faire ces documentaires pour m'économiser tout ça. Bon, non, ils l'ont passé à 8h45 le dimanche. Alors on va dire... Il faut être très curieux pour le regarder, mais après les retours que j'ai eus, j'ai eu des gens qui ne connaissaient pas du tout Israël, qui m'ont envoyé des messages, et je me dis, c'était en partie gagné, parce que voilà, j'ai reçu des messages de gens qui ont envie enfin de découvrir ce pays, comme on a envie de découvrir l'Égypte. C'est pas aussi riche peut-être, mais comme on a envie d'aller en Tunisie découvrir Carthage, on peut aller en Israël, pour aller à Masada, pour aller visiter les ruines à Césarée, etc. Pour nous, c'est l'évidence. Ce n'est pas un pays, j'allais dire, que l'on peut visiter au péril de sa vie. Vous projetez de faire un film en Israël? Pardon? Vous projetez de faire un film en Israël? Oui. Enfin, là, je vais faire un film en Israël. Ouais, mais un film français avec une équipe israélienne, mais je vais sans doute peut-être faire un autre film comme acteur avec un réalisateur israélien. Pour moi, vous savez, nous, on est apatrides. C'est comme celui qui dit, moi, mon style de femme, c'est celle qu'ils veulent. Si des auteurs ou des réalisateurs israéliens, moi je trouve que c'est une passerelle formidable. Voilà, il
Il y a de plus en plus de films chaque année. Maintenant, il y a 3-4 films franco-israéliens qui sont en Israël avec des coproductions. Je rêverais de faire les mêmes au Mexique, en Suède ou au Danemark, où on a un cinéma en ce moment qui arrive et des séries qui sont formidables. Mais là, je me régale d'être en Israël parce que je connais un peu le film qu'on va voir ce soir. Je connais évidemment Ethan Fox. On parle et quand on voit le vivier tout ce que les Américains puisent en Israël pour les séries, je pense à Analyze This ou voilà, à tout film et tout, je me dis c'est quand même, Dieu sait si le marché est très petit. C'est pour ça qu'il faut saluer et encourager ce qu'on me demande pourquoi je viens. C'est un marché qui est tellement petit, une économie qui est tellement restreinte que ces gens-là qui arrivent plus que la France à être multi-représentés au Festival de Cannes, il faut les encourager, c'est une vivacité absolue, c'est une façon pour eux aujourd'hui de s'exprimer. Donc j'ai fait des 8, voilà. Mais c'était intéressant à faire. Et sur la question de découvrir Israël, on peut le faire d'un point de vue touristique, c'est vrai que d'une certaine manière, quand on a créé ce festival il y a 15 ans, c'était aussi un projet. De dire, à force de multiplier des écrans subjectifs, des regards, ça ne vous aura pas échappé qu'on a mis un S à regard sur le cinéma israélien, à force de multiplier les regards, subjectifs bien entendu, puisqu'un auteur par définition a un regard subjectif et c'est très bien comme ça, eh bien comme les pièces d'un puzzle, on peut alors avoir une image plus grande de ce qu'est ce pays. Voilà, et c'est très bien comme ça. Enfin, c'était un des buts de cette idée. Que chacun se fasse une opinion, mais au moins se donne du mal. Et je dois dire qu'on a réussi. Chaque année, on a de plus en plus de spectateurs. Chaque année, évidemment que les premières années, on avait un public communautaire juif. Les 2-3 premières années. Mais finalement, ça s'est pas passé comme ça. D'abord, la part, on ne demande pas aux gens leur religion quand ils viennent au festival. Mais évidemment qu'il y a ceux qu'on connaît et puis ceux qu'on connaît moins. Donc très rapidement, c'est devenu quelque chose à parité. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième truc qui était vachement intéressant, c'était de voir qu'un public communautaire juif, justement, était complètement déstabilisé par ce qu'il voyait d'Israël, produit par Israël lui-même. Sur la question critique. Ben oui, on ne voyait pas un pays où coule le lait le miel, comme le dit la Bible, où il n'y a que des jolies femmes dénudées qui courent sur la plage au ralenti. Ça, c'est les films de l'Office du tourisme israélien qui font ça. Mais les réalisateurs israéliens, les productions israéliennes sont capables de taper dans le dur ou aussi de faire des comédies. Ce qu'on va voir ce soir, c'est une comédie musicale, flamboyante, colorée, chantante. Il n'y a pas non plus que des films qui prennent la tête, au contraire. Mais voilà, c'est un cinéma tout à fait bigarré, tout à fait intéressant et tout à fait multiple. Les Israéliens sont, chaque année, il y a le festival du film français là-bas un peu partout. Il y a beaucoup de passerelles entre Israël et la France culturelle. Il y a 3-4 mois, j'avais été pour célébrer le cinquantenaire de la mort de Camus avec Édouard Baird. On a été à Tel Aviv, à Haïfa, à Jérusalem, faire des lectures un peu partout dans les théâtres avec un public francophone. C'était sous-titré en hébreu, où on s'est mélangé à des acteurs israéliens qui, eux, lisaient. Moi, j'avais lu du Yehoshua, du Yoram Kanuk et évidemment Camus. Et c'était des salles et des amphithéâtres qui étaient remplis. C'est des gens qui... D'abord, il y a une communauté française assez importante, un peu entre Tel Aviv et Netanya, en tout cas en Israël. Et c'est vrai que pour moi, c'est complètement naturel d'échanger la balle avec eux parce que, enfin voilà, on est représenté là-bas depuis longtemps. Et puis Marseille, c'est la même plage que Tel Aviv. Hein. Vous suivez la plage comme ça tout le long de la Méditerranée, avec quelques soucis selon les pays, mais vous arrivez à Marseille. Donc, Et puis à Marseille, c'est pareil aussi. Il y en a qui découvrent Marseille petit à petit, puis se font une image qui n'est pas que l'image des règlements de compte. Ouais, voilà, Marseille, c'est pas juste une ville où on se fait descendre en terrasse. Moi, j'ai une question pour chacun d'entre vous. Quel est votre film préféré dans la programmation du festival et pourquoi? Ou celui que vous recommandez? Oh, la question piège. Alors, c'est évidemment une question très difficile pour quelqu'un qui est le programmateur du festival, parce que chaque film a été choisi comme on choisit des mets pour avoir des invités à la maison. C'est-à-dire que pendant un an, avec la petite équipe du festival, et c'est vraiment une toute petite équipe
de 5-6 personnes. On a vu les films, choisi les films et on les a pris. Et puis après, vous savez comment ça se fait une programmation, on essaye de faire en sorte que les choses fonctionnent ensemble. J'ai une affection particulière pour le film de Ronit et Shlomi Elkabetz qui s'appelle donc Le procès de Vivian Amselem. Pourquoi ? D'abord parce c'est la fin d'une trilogie qu'on a accompagnée depuis le début avec Prendre femme et Les 7 jours. C'était vraiment... et en revoyant d'ailleurs les films précédents, on s'est dit qu'il y avait une espèce de cohérence et visuelle et dans le contenu qui était génial, et que du coup on a décidé de repasser la trilogie, ce qu'on ne fait jamais puisqu'on ne passe que des films inédits. Mais là, on a décidé quand même de leur rendre un hommage particulier parce que cette œuvre-là est d'une force absolument époustouflante. Mais j'aime les autres. Tout pareil. Tout pareil parce que je vais vous dire une chose. Moi, un des films majeurs pour moi du cinéma israélien, c'est Prendre femme, avec Mariage tardif. Mais c'est d'abord Ronit, c'est une camarade. Celui qui joue son mauvais mari dans Prendre femme, c'est un de mes meilleurs amis, c'est Simon Abkarian. Et donc dans ce film, c'est un film de Ronit avec Simon Abkarian, je suis obligé de voter pour eux parce que vous ne connaissez pas les Arméniens. Et je sais qu'en plus, il n'est pas très loin de Marseille. Il manquerait plus qu'il vienne me voir. Donc je vous dirai Le procès de Vivian Amselem que je n'ai pas vu, mais qui est sans doute mon film favori. Mais je vais aller le voir évidemment parce que j'ai vu les 2 premiers, que je veux finir la trilogie de Ronit Elkabetz et Shlomi. Par Amos Gitaï, un peu. C'était le cinéaste israélien. Est-ce qu'il y a une personnalité comme ça qui émerge? Amos Gitaï a ouvert une brèche. Il a ouvert une voie, il a été beaucoup critiqué pour ce qu'il a fait, aussi bien sur les sujets que pour moi, ça reste un grand réalisateur. D'ailleurs, un grand documentariste, puisqu'il a à peu près... à parité la fiction et le documentaire. Et alors c'est vrai qu'il fait partie de la génération précédente, même s'il continue à faire des films, parce qu'avec cette voie qu'il a ouverte, et notamment cette collaboration et cette coopération entre la France et Israël, qu'il a d'une certaine manière inaugurée, il a permis